Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour la grande présentation du Tour d'Italie, le Giro 2023 qui va commencer ce samedi des Abruzzes. On va donc, dans ce podcast, faire la présentation du parcours des favoris, notamment de, vous les connaissez, Remco Evenepoel et Primož Roglič, les deux grandes têtes d'affiche de ce Giro, mais ce ne seront pas les seuls prétendants au général, et on évoquera également les Français, dont Thibaut Pinot bien sûr, les sprinters, avec des petits pronos pour finir ce podcast. Et pour faire tout ça, j'accueille avec grand plaisir nos trois consultants du jour. Anselme pour commencer, salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. On est aussi avec Johan, salut Johan. Salut Mathieu, salut Anselme. Et on complète l'équipe avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ, chasse patate, c'est parti. Avant d'évoquer les principaux acteurs de ce Tour d'Italie, à savoir les coureurs, on va vous parler du parcours, de ce que les coureurs auront à disposition pour faire la course. C'est 21 étapes au départ des Abruzzes avec, pour commencer, un contre-la-montre de 19 km 600 qui se fera en bonne partie sur une piste cyclable. Ce sera intéressant à voir pour les images, notamment en bord de mer. On fera ensuite un petit détour vers le sud pour aller notamment vers la première étape difficile, vers Lago Laceno. Puis on remontera petit à petit vers le nord du pays avec notamment la première arrivée au sommet, la 7ème étape à Gran Sasso d'Italia, avant pour finir la première semaine d'avoir le deuxième contre-la-montre de ce Giro, long de 35 km vers Cesena. La deuxième semaine, on mènera jusqu'en Suisse avec une étape très difficile vers Crans-Montana, et enfin c'est surtout la dernière semaine qui sera particulièrement corsée, comme très souvent sur le Giro, avec 3 étapes, 3 arrivées au sommet particulièrement relevées, avec le Monte Bondone, le Val d'Isoldo et les Trecime di Lavaredo. Et pour finir, en 20e étape, un contre-la-montre très atypique, on peut le dire ainsi, qui se finira sur le Monte Lussari, une montée de 5 km à 15%. C'est pas mal comme montée pour finir ce Giro avant la dernière étape à Rome, donc pour clôturer ce Tour d'Italie 2023. Voilà, donc avec tout ça, je vous ai posé le décor de ce Giro, de ce qu'auront à couvrir les coureurs pendant les 3 semaines de course. Et bien alors ma première question, tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez de ce parcours du Tour d'Italie 2023 ? Alors, on nous reproche souvent de notre négativité sur ce podcast. Et on va pas déroger à la règle, il a ce parcours. Ah, il faut pas, sinon c'est plus chasse patate après, quoi. Oui, voilà. Non, alors, c'est vraiment le cliché de 2 semaines de Giro où il se passe pas grand-chose, des arrivées au sommet, mais ça, c'est pas des arrivées au sommet très décisives, et tu mets toutes les étapes de montagne à la fin en 3e semaine. T'as l'étape de Crans-Montana en Suisse qui est très bien, après t'as des étapes comme ça, qui arrivent petit à petit dans la course qui a initié un peu la dernière semaine qui sont pas mal. Individuellement, les étapes qui sont assez sympas, mais l'agencement est vraiment discutable. Tu as beaucoup d'arrivées au sommet décisives et des étapes qui pourraient être plus intéressantes juste avant des arrivées au sommet ou pire avant les chronos. Notamment l'étape des Trecime juste avant le chrono Monte Lussari. Enfin, si tu veux tuer l'étape, c'est un très bon moyen de le faire, quoi. Donc potentiellement, ça peut être une course qui est très coincé dans le peloton, course de côte, les chronos et où il se passe pas grand chose, donc je trouve que c'est pas très bien mis en place quand même. L'étape du Trecime d'ailleurs qui est quand même très typique du Giro, on peut dire, avec on a Passo Campolongo, Passo Valparola, Passo Giao, Passo Tre Croci et la montée finale. Oui, c'est un peu le classique, ça c'est quand on parle de taponner, que tous les passages de col à plus de 2000 mètres, donc qui forcément tape dans les organismes, qui fatigue, qui va avoir son impact, surtout aussi près de la fin. Mais Ouais, et c'est
c'est aussi en général quand on fait les concours de parcours sur le forum du groupe Eto, quand quelqu'un met une tape au nez à la fin d'un grand tour, tout le monde lui tape sur la gueule. C'est un peu Mais c'est ça. ça. Là, c'est le parcours, il est présenté sur nos concours. On dit, ouais, non, mais c'est sympa, tu débutes, va falloir se faire la main un petit peu, mais c'est pas mal, tu commences, tu t'inities. Mais bon, au bout d'un moment, il va falloir passer des trucs un peu plus intéressants, quoi. Bon, toujours dans dans la Bah, demi-mesure et dans ouais, l'appréciation de ces étapes, bien évidemment. Geoffrey Anselme, est-ce que vous allez être plus mesuré que Johan? Alors, légèrement, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont sympas. RCS, contrairement à SO, ils sont au courant que les courses cyclistes peuvent faire plus que 182 km. Voilà, quoi, une étape de montagne qui fait 203 km. J'espère qu'en voyant, par exemple, la longueur de l'étape du Monté-Bandonnet avec ce kilométrage hallucinant de 203 km, Christian Prudhomme n'a pas fait un AVC. Il y a après deux, trois trucs que je comprends pas dans leur positionnement, typiquement le contre-la-montre du Montelussari, à part, je sais pas, s'intéresser à la taille des casques qu'auront la Jumbo-Visma sur le jour-là, ou éventuellement se rappeler au bon souvenir de Domenico Pozzovivo. Je sais pas, c'est son jubilé, il annonce la fin de sa carrière et il arrête sur cette étape-là. Je je comprends pas le concept de ce truc-là, là, ici. Ils ont été inspirés par la planche des belles filles en 2020. Mm. Après, bon, on reste dans l'idée, voilà quoi, on va tirer Evenepoel, on va tirer Roglic, et on leur fait un truc un peu pour eux, c'est limite, ils auraient espéré peut-être avoir Pogacar, mais ça marche pas. Il y a deux, trois trucs qui sont un peu bizarres, l'étape du Monte Bandonnet qui, mine de rien, se termine sur des passages qui sont pas très durs non plus. Je préfère le versant nord au versant sud du Monte Bandonnet. Euh, L'étape d'école à la taponnée, dans l'absolu, c'est l'étape, si on avait à tracer, on aimerait bien la mettre plus tôt, mais s'ils la mettent en 11e étape, les organisateurs du Giro vont claquer des genoux pendant 15 jours en espérant qu'il n'y ait pas de neige qui vienne annuler 4 cols. Donc forcément, ça doit être plus tard, et donc ça ne me dérange pas que ce soit plus tard dans la course, mais ouais, c'est le chrono qui est à côté, quoi. Après aussi, par rapport à cette étape des Trecime di Lavaredo, je me faisais une réflexion un jour en fait en me disant, mais avec la géographie qu'a l'Italie, c'est compliqué de mettre une étape comme ça en milieu de Giro parce que ça veut dire que sinon tu tournicotes et tu fais plein d'allers-retours pour pas avoir plus de montagnes, plus de hautes montagnes une fois passé je sais pas, la 14e étape. Donc Ah non, mais de toute façon, tu fais cette étape-là le 3 mai, et t'as de la neige de partout, donc tu peux pas passer l'école. il y a ça aussi. Déjà, quand tu le fais fin mai, t'as des risques, donc forcément, ça va être sur la fin. On se souvient de 2013. il n'y a pas eu de neige en Italie cette année, donc ils auraient pu le mettre 15 avril, honnêtement, ça. Par contre, Mathieu ne manque pas de courage dans les capacités d'RCS à faire des cartes avec des étapes qui tournicotent dans tous les sens, avec des transferts débiles d'un jour sur l'autre. Là, cette année, il n'y en a pas trop. Ben voilà, un peu de positif quand même. Bon, J'ai pas dit qu'il y en avait pas, j'ai dit qu'il y en avait pas trop. un autre point positif peut-être qu'on peut souligner, c'est par rapport au Tour de France qu'on sait qui réduit de plus en plus. Pour le coup, on a quand même du contre-la-montre avec les deux chronos en première semaine. On a 55 km au cumul. C'est Alors, ne compte pas non plus le contre-la-montre finale, qui est plus une étape de montagne et pas une étape pour rouleurs. pour ça que je ne l'ai pas compté. Ah, pardon. Ah oui, oui, c'est vrai il y en a un c'est vrai que le prologue n'est pas un prologue, autant pour moi. Mais la raison, elle est toute simple. Philippe On Ogana. t'écoute. Oui, il y a Philippe Ogana, Ah bah, il n'y a jamais eu autant de contre-la-montre roulant, bourrin sur le Giro depuis qu'il y a Philippe Ogana. Il n'y a jamais eu autant d'étapes de plaine sur le Giro qu'à l'époque de Cipollini et de Petacchi. Ça manque quand même d'un chrono par équipe, histoire de se plaindre jusqu'au bout. Pourquoi tu penses qu'on a des équipes italiennes qui sont en mesure de briller sur un chrono par équipe? À la Bardiani, ouais, sûrement. Mais Ah, franchement, le match Koratek-Bardiani sur un chrono par équipe. non, mais surtout que, des chronos par équipe, on n'en a plus, alors que, ça reste un exercice sympathique. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus télégénique pour le random, mais que personnellement, je trouve hyper intéressant. on en a Chrono eu sur par Paris. équipe attire plus le chrono par équipe attire plus que le chrono individuel, je crois, pour le grand public. Ok. Raison de plus.
Franchement, vu leur capacité à être originaux, ils auraient pu faire un chrono par équipe au Montelussari, là, ça aurait été sympa pour faire redescendre les coureurs. Les allers-retours sur moto avec les mecs qui suivent derrière, ça aurait été folklorique. Ouais, avec des équipes qui finissent à 4 coureurs, le Giro, c'est un patoche. Bon, dans l'ensemble, qu'est-ce que ça peut donner comme schéma de course global ce parcours? Bah, sympa avec une arrivée progressive vers l'école et au final, tout qui va plus ou moins se passer sur la fin. Ce qui peut être à craindre, c'est ce qui se passe parfois sur des courses où on a un crescendo aussi marqué sur 3 semaines, avec quand même quelques étapes un peu difficiles à droite à gauche. Ce qu'on a eu parfois sur le Tour de France avec, au début les mecs bougent pas parce que la course est encore longue, les mecs bougent pas parce que la course est un peu longue, et quand tu te retrouves sur les derniers jours, les mecs bougent plus parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Après, est-ce que par rapport à ça, on peut se dire peut-être que ça sera moins pire que l'année dernière pour le Giro? Difficile de faire plus pire, quoi. L'année dernière, on avait eu une très belle étape vers ah zut. Enfin, vers Turin, non, je sais plus, j'ai perdu. Ouais. Vers Si, c'est Turin. ça, ouais. Ouais. Au milieu de Giro, ça avait un peu dynamisé, et ça fait que du coup, même s'il se passait pas grand-chose, tu avais un peu une incertitude, les coureurs qui se dégageaient, je sais pas. Là, ça peut potentiellement être plus hiérarchisé et un peu plus automne du coup dans ce style-là, quoi. Ouais, sur le parcours, j'ai du mal à voir des mouvements lointains cette année. Ça dépend, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a des coureurs qui vont attaquer de loin ou pas, quoi? Et puis je te parle de mouvements lointains pour des gars qui jouent le top 5, hein, pas un mec qui est 15e qui va remonter 12e. Parce que bon, ça. Ouais, parce que par rapport à l'année dernière, ouais, on évoquait la belle étape de Turin. Faut pas oublier non plus qu'il y avait aussi l'étape. C'était quoi? C'était Castelmonte, le truc où il se plante dans le dernier virage, là, où il se retrouve, où il y a le virage à 50 mètres de la ligne. Ah, mais c'est l'échappée, ça. L'étape gagnée par Koen Bouman. C'est ça. Ouais. Où c'est Van Dramé qui gueule parce que on l'a enfermé ou poussé dehors. Oui, il s'est retrouvé dans la dérivation pour les voitures. Où on imaginait le passage par le col qu'il y avait avant dans la journée, là, où on se disait peut-être que ça va bouger avant, et au final on s'était fait chier toute la journée. Là au moins il n'y a pas d'étape trop moche comme ça où on sait à l'avance presque qu'on va se faire chier, parce que les étapes où on peut imaginer que ça va pas bouger pour le général, ça va être des étapes qui vont être sympas pour les échappés. Il y a des trucs qui ressemblent pas à grand chose, mais qui me rendent curieux dans le sens où ça ressemble pas à grand chose. Style Grande Sasso d'Italia. Ouais, non, Grande Sasso d'Italia, ça va être un truc tranquille, non. Et puis ça fait des belles images. Après, est-ce que ça va réussir à filmer jusqu'au bout Non, mais ouais, toutes les étapes de semi-plaine où t'as des bosses un peu random sur le parcours. L'étape de Rivoli avec le Colle Braida qui a 30 bornes de l'arrivée, où ça va mettre un petit peu le bazar dans ce qui va se passer et perturber la manière dont le peloton va gérer l'échappée et qui va être devant. L'étape qui est toute plate mais qui passe par le Simplon en début d'étape. Ouais, la 14e étape vers Cassomagnano pour sortir de la Suisse. C'est ça, quoi. Alors après, ça fait un peu penser à l'étape de Revel en 2016 où les coureurs ont dû passer par le pas de la case. Parce que le Simplon, c'est pas le col le plus difficile, c'est un bel asphalte, c'est en général le col dans lequel, dans la descente, les coureurs comparent à l'arrivée de leur étape. Tiens, moi je suis monté à 140 dans la descente, moi je suis monté à 150, tellement c'est un beau revêtement et c'est large et il n'y a aucun problème. Mais ça fait quand même 20 bornes sur la montée, donc c'est pas un peloton qui gère les sprinters qui va mettre un tempo soutenu. Et des baroudeurs vont pouvoir creuser l'écart et voir comment ils vont gérer les 100 bornes de plaine qui est derrière. Donc il y a plein de trucs comme ça qui rendent un petit peu curieux. Il y a beaucoup d'étapes où baroudeurs peuvent potentiellement faire des trucs. Est-ce que c'est pas justement parce que aujourd'hui, les équipes italiennes, c'est tout ce qu'elles peuvent espérer et gagner en baroudeur? Est-ce que la première victoire d'une échappée matinale va être sur le Giro, dans le World Tour? Parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas eu en World Tour. J'ai compté quand même, j'avais compté ce que j'avais prévu de parler de cette stat. On a eu 54 jours de course hors chrono et en World Tour, et donc 0 victoire en échappée. Sachant que les années précédentes, on est sur une moyenne sur l'année à peu près de à peu près 20% de victoires en échappée d'après Pro Cycling Stats. Et si tu as regardé la stat, du coup, ça remonte à quand? Parce que ça va être à l'année dernière. De quoi? La dernière victoire? Dernière victoire d'une échappée dans le World Tour.
J'ai pas regardé ça, mais ça doit être sur la Vuelta, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'on va se retrouver dans un monde où t'as plus que sur les grands tours que les échappés se retrouvent à avoir une chance de gagner. Bon. C'est quand même. En tout cas, là, d'après vous, il y a plusieurs belles opportunités pour les échapper, hein. Ah bah, les trois quarts des étapes, globalement. Il n'y a pas, enfin, il y a pas beaucoup de vraies étapes de plaine, et les vraies étapes de plaine, elles arrivent tout à la fin du Giro, à Rome, et puis la 17e, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. Caorlé. Ouais. Voilà. Donc, où là, en plus, potentiellement, on sait que enfin, Rome, ça risque d'être un sprint, mais les étapes calées ce genre de jour-là, en fin de grand tour, c'est les pelotons souvent du mal en plus à contrôler. Donc, tout le reste des étapes, c'est des étapes où il y a des bosses, où il y a des portions favorables des échappés. Donc, ça fait beaucoup d'occasions pour les baroudeurs. C'est ça. Surtout qu'il n'y a pas forcément d'équipe en face pour vraiment cadenasser le peloton pour des sprints massifs. Donc, Autrement dit, on est hypé comme des dingues pour le classement des sprints intermédiaires. Je sens ça, là, grand appétit pour ce classement spécial Non, Giro. mais en vrai, de toute façon, vu comment les coureurs courent ces dernières années, tu peux avoir des étapes magnifiques dans lesquelles il se passe rien, tu peux avoir une étape tracée avec le cul où ça va flinguer dans tous les sens. C'est aussi parce que c'est le Giro, il peut se passer beaucoup plus de choses que sur le Tour de France, qui Mais est c'est beaucoup plus ça, tu contrôlé, peux te hein. retrouver à avoir une étape, d'un seul coup, il y a une vague de froid qui va arriver, il va faire -8 en haut d'école, et on va voir une étape dantesque. Donc au final, on râle sur le parcours, mais ça peut donner quelque chose d'incroyable. Parce que le Giro, c'est la course romantique. C'est ça. ASO, c'est tout cadenassé. Là, c'est encore le vélo à l'ancienne. On le sait. Voilà, donc on est sur le premier poncif de ce podcast en à peu près un quart d'heure. Merci Anselme. On verra quand est-ce qu'on dit que la course est longue. J'ai déjà dit. Déjà dit, allez, déjà de cocher, un grand tour c'est 3 semaines. Mathieu, on va faire le hat-trick tout de suite. De toute façon, ce sont les coureurs qui font la course. Voilà, comme ça, à quoi bon parler du parcours? Bon, et même si les coureurs font la course, question pour finir sur le parcours, quelles peuvent être les étapes clés pour que les coureurs fassent la course? Les étapes 1 et 9, Filippo Ganna va faire la course à fond. J'ai hâte. On peut compter sur lui, sur les chronos. non, bah, je pense. Moi, je dirais Crans-Montana, la 13, quand même. Parce que c'est le premier gros rendez-vous pour tout. Enfin, il y a les chronos, mais les chronos, c'est un peu différent. Premier gros rendez-vous pour tous les leaders, qui va quand même, je pense, beaucoup déterminer la suite. Si jamais, je sais pas, il y a Evenepoel qui tabasse tout le monde ce jour-là, ça risque de figer derrière un peu les positions. Ou si jamais Roglic et Evenepoel sont battus par notre coureur, peut-être que ça va débloquer un petit peu. Enfin. Après, je pense que c'est Monte-Bodone, les 3 cimes, et puis Monte-Lussari, de manière générale. Mais comme il n'y a pas d'étape ultra marquée par rapport aux autres, même s'il y a des étapes très dures, je sais pas s'il y a vraiment une étape reine qui se dégage forcément par rapport aux autres, plutôt que des successions de moments où ça va pouvoir se jouer la course, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, pour toi, l'étape de Crans-Montana, de Monte-Bodone et des Trecime sont extrêmement dures, mais à peu près toutes les 3 aussi dures les unes que les autres, hein. Oui, ça se vaut, ça s'équivaut. C'est toujours pareil, c'est des enchaînements de cols, donc même si l'arrivée à la fin est un peu décisive, donc c'est pas sûr que ça va attaquer avant. Mais ça va faire son effet d'usure et d'impact sur les organismes, forcément. Et après, ces étapes où ça peut un peu plus bouger, où ça risque de faire les plus gros écarts. Donc, Par rapport à son positionnement dans la course, en 8e étape, il y aurait juste eu le Grand Sasso d'Italia la veille qui aura commencé à mettre les grimpeurs devant. L'étape du lendemain, avec le petit mur là où il y a des passages à 19% et le Monte delle Cesane avec pareil une bonne portion hyper raide sur le plat et ensuite un truc un petit peu casse-pattes. Je suis vraiment curieux de ce qui va se passer ce jour-là. Est-ce que quelqu'un va essayer d'assommer un peu la course ou de tenter de renverser ou de bouger, de partir dans ses murs et de surprendre un petit peu? Moi, j'ai peur que son placement juste avant le chrono freine un peu les vrais favoris. Bah, si au premier passage de la petite côte, peut-être pas, mais un travail d'équipe pour se lancer là-dedans et ensuite mettre quelque chose, c'est pas l'étape qui va renverser le Giro, qui va faire de gros écarts, mais en termes de commencer à faire la course, ça peut plus être là, parce que je pense que la veille, ça sera plus une longue élimination par l'arrière, mais ça peut peut-être commencer à bouger. Bon, on rajoute donc la 8e étape parmi les étapes qu'il faudra suivre avec attention. D'ailleurs, ça tombe bien, ça sera une des rares étapes,
qui tombe le week-end. Là, dans celle que vous m'avez citée, c'est la seule qui tombe un week-end. Non, j'ai cité les chronos pour Filippo Ganna. Et mon amour pour Filippo Ganna, c'était pas une blague. Oui, ça, on le Je connaît. reconnais parfaitement que tout le monde sera pas aussi hypé que moi pour ces deux étapes-là. Mais C'est, à part ceux qui sont curieux de voir le passage sur la piste cyclable. Non, et de savoir pour combien Kung va les perdre. Ah bah va y avoir pas mal de luttes pour le chrono, hein, pour ces deux chronos avec Kung, Ganna, Evenepoel, Roglic. Oui, il y a un très beau plateau pour les contre-la-montre en soi au départ. Il devait y avoir Fausse, mais du coup, qui sera absent parce que Covid. Ouais, c'est ça. Bon, bah, comme quoi, mettre des chronos, ça peut aussi payer pour attirer du beau monde. On verra ça, à commencer par samedi, hein, pour le premier chrono de ce Giro. À présent, je vous propose de passer à ceux qui vont faire la course, justement, à savoir les coureurs, et notamment les favoris pour le classement général. Alors, tout le monde attend deux coureurs en particulier, à savoir Remco Evenepoel et Primož Roglic, qui sont un peu les deux épouvantails, hein, de ce Giro, on peut le dire ainsi, qui se sont affrontés notamment sur le Tour de Catalogne cette année, qui a tourné à l'avantage du Slovène. L'année dernière sur la Vuelta, c'est Evenepoel qui avait pris l'avantage jusqu'à l'abandon de Primož Roglic. Là, vous pencheriez pour qui entre Remco Evenepoel et Primož Roglic? Tiens, Anselme, pour commencer. Bah, j'ai envie de dire que Roglic a plus l'expérience et plus, on va dire, de garantie sur, ça me fait mal de dire ça, mais un vrai grand tour montagneux. Mais en même temps, Evenepoel, ça reste Evenepoel, et même si sur les enchaînements de col, il n'a pas encore énormément de références, c'est compliqué même si on peut imaginer qu'en troisième semaine, il puisse commencer à avoir un peu plus de mal, à aucun moment on va se dire Evenepoel, évidemment, il va complètement exploser ou un truc comme ça. Je dirais quand même Roglic. Sûrement parce que je préfère Roglic à Evenepoel. Mais l'objectivité propre à Chasse-Patate. Tout à fait. Et c'est pas du tout contre les Belges. Hein. En fait, les deux sont tellement... je les place vraiment à un niveau similaire. On l'a vu surtout de Catalogne, il n'y avait pas vraiment gros écart entre les deux. Si les deux arrivent vraiment à leur maximum, qu'il n'y a pas de pépins, de chute ou trucs comme ça, c'est possible que ça se joue à pas grand-chose. Johan, plutôt Remco ou plutôt Roglic? Moi, plutôt Remco, que je trouve globalement plus impressionnant que Roglic, qui a plus de possibilités pour attaquer aussi. Enfin, Roglic est un bon coureur passe-partout, hein, et même sur des pavés, Completona n'était pas si mal, mais Remco, typiquement, en vrai, si jamais la course se joue pas grand-chose, il y a quand même un moment où il peut partir dans le final de l'étape de plaine et se barrer tout seul. On n'est pas à l'abri de ça. Donc, moi, je serais plus sur Remco, qui en plus a été vraiment impressionnant sur certaines montées cette année. Roglic qui jouait plus sur le côté je reste dans la roue, je fais le sprint, mais au bout d'un moment, ça passe pas forcément sur un grand tour. Et c'est pas impossible que Roglic n'ait pas le même contre-coup que face à Pogačar sur le dernier chrono. Donc moi je serais plus sur Evenepoel, qui me semble plus solide, qui a une équipe qui est très solide autour de lui, plus que la Jumbo-Visma pour le coup. Donc moi ça me semble, je trouve que la direction de la victoire va plus vers Evenepoel entre les deux. Et Geoffrey pour départager entre Remco Evenepoel et Primož Roglic? Je suis curieux de ce que va faire Roglic, parce que mine de rien, il reste sur une bonne série en cours sur les grands tours, sur les courses par étapes ou dans le tour, grand tour ou pas, parce que ça fait un moment que soit il la gagne, soit il abandonne. Donc, qu'est-ce qui va se passer là entre les deux? Il a quand même du beau monde autour de lui chez Jumbo-Visma, donc à voir comment ils vont courir, à voir comment ça va aller. Je pense quand même qu'Evenepoel est au-dessus, vu ce qu'il a commencé à montrer cette saison, vu comment il était à Liège-Bastogne-Liège. Je suis curieux de voir où la prophétie Evenepoel va avancer. Parce que bon, voilà quoi, il gagne son premier titre de champion du monde au même âge que Merckx. Est-ce qu'il va gagner son premier Giro au même âge que Merckx
pour ensuite éventuellement gagner un premier Tour de France au même âge que Merckx. Ça va être rigolo, alors que la prophétie Primoz Roglic, c'est est-ce qu'il va se péter la gueule dans une étape de plat complètement random, ou est-ce qu'il va avoir un casque trop grand qui tombe à moitié de sa tête dans le chrono final et il perd la course en explosant à la veille de l'arrivée, alors que s'il avait été un peu plus offensif avant, il l'aurait gagné. Mais je mets pas de côté non plus la victoire de quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a pas il y a un duel ultra affiché a priori, mais ça reste le Giro. On a tous les ans ou presque sur le Giro, il y a un favori qui à un moment se retrouve à quitter la course sur un incident. Ou parce qu'il se retrouve à prendre froid, il est malade, il se retrouve à être plus là. Alors bon, certes, il y a Thibaut Pinot au départ et il peut être bien favori pour ça, mais Il attirera pas toute la merde du peloton, quoi. ah bah, on parlait de cyclisme romantique et des grandeurs de Thibaut Pinot. Franchement, pour sa dernière saison, il pourrait pas faire plus haut que de se péter la clavicule avec le maillot rose sur le dos. Ah non, 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 non. Un peu de bonheur, s'il te plaît, Geoffrey, quand même. J'ai dit qu'il aurait le maillot rose. Ouais, Ça bon, serait enfin, là, sympa d'avoir Thibaut Pinot avec le maillot rose sur le dos, ça ferait des super photos. c'est un bon début, mais à la limite, si. Quand ça va arriver, les gens vont venir chez toi. C'est bon, Mais alors moi, faut que ça arrive la semaine des 4 jours de Dunkerque. Pendant une semaine, je serai pas chez moi, justement, ou presque. Donc, J'irai voir d'autres maillots roses, voilà. Bon, du coup, entre vous trois, plutôt avantage Remco Evenepoel, donc. Anselme, je vais te parler justement de Remco Evenepoel, puisque toi tu pars plutôt sur Primoz Roglic comme favori entre les deux. Remco Evenepoel, est-ce qu'il a pas aussi montré sur la dernière Vuelta que sur 3 semaines, alors même si Roglic n'était pas allé au bout de la Vuelta, il y avait un ascendant pris par rapport à Roglic sur ce qu'on a vu sur la dernière Vuelta? Bah, après, et puis sur la dernière Vuelta, on n'est pas sur des étapes comme sur le Giro. Enfin, il est au niveau sur les dernières étapes. Enric Mas est quasiment tout le temps avec lui. Je l'ai pas senti écrasant sur les étapes. Il prenait son train. Tout le monde sautait. Enric Mas s'accrochait le plus longtemps possible. Et après, il emmenait tout le monde. Il avait assez d'avance derrière. Là, pour moi, une étape comme celle des Trecime, je sais pas. Enfin, il y a une partie de moi qui me dit à un moment, Evenepoel, il peut complètement exploser. On l'a dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'étapes. Bon, même si on sait que la distance, les 200 km, il va les tenir. Mais moi, c'est plutôt l'enchaînement des cols à haute altitude. Comment il sera en dernière semaine, on va dire, c'est l'inconnu. Alors même si la tendance est plutôt, oui, il sera capable de le gérer, il n'y a pas de souci. J'ai ce petit espoir que il montre un visage humain. Donc t'as plus confiance en Primoz Roglic pour tenir sur des longues étapes de montagne, sur des étapes à enchaînement de col vraiment difficiles, hein. Disons que Roglic a plus montré dans ce domaine que Remco. Après, comme on l'a dit avec Roglic, tout peut arriver, mais comme l'a dit, un marquage entre les deux, un peu comme le Giro 2018. C'est 2018 ou 2019, que je ne dis pas de bêtises. Ou 2019. 2019, entre Nibali et Roglic et Roglic qui profite et Carapaz qui en profite. Un marquage entre Carapaz qui dépose tout le monde qui profite, il va le chercher. Dans le collet San Carlo, et après les autres regardent en descente derrière parce qu'ils sont idiots. Mais un marquage, même si c'est pas forcément le style des coureurs, même si Evenepoel a tendance à rouler des fois jusqu'au bout, en mode jusqu'au boutiste, un marquage, un troisième peut en profiter, c'est pas à exclure non plus. Johan, quand Anselme me parlait de la meilleure faculté qu'aurait Primoz Roglic à encaisser les longs enchaînements de cols, les étapes de montagne qu'on aura surtout sur la fin du Giro, j'avais l'impression que t'étais pas forcément d'accord avec ça. Si on se réfère au Giro 2019, justement, Roglic n'avait pas extrêmement bien apprécié le côté très montagneux du Giro, là où il est extrêmement bon dans le côté un peu course de côte
justement où il peut développer toutes ses qualités de puncher, de grimpeur un peu court, semi-rouleur. On a déjà vu faire des très belles étapes de montagne à très haute altitude, genre l'étape du Tour de France qui gagne, qui passait par le Galibier avant qu'il commence à faire les classements généraux. Mais pour moi, Roglic, justement, c'est là où tu peux aller le chercher, c'est justement dans le côté enchaînement de col, très haute montagne. Ce qui sera peut-être le cas pour Evenepoel, peut-être pas le cas pour Evenepoel, parce qu'on ne sait pas exactement où il va en être, mais moi, justement, Roglic, le parcours, je le trouve très bien pour lui, justement, parce que ça peut être un côté très course de côte, effort final et contre la montre qui compte. Mais en soi, ça peut aussi se renverser sur un côté où ça part en course d'endurance en altitude, et je suis pas forcément sûr qu'il soit aussi dominant ou vraiment de marche par rapport aux autres sur le genre de format. Oui, parce que alors c'est vrai que pour le coup au niveau profil, c'est pas du tout le genre de profil qu'on a sur la Volta. On n'a pas d'étape vraiment à montée sèche. On peut dire qu'on a l'étape de Grande Sasso d'Italia, mais elle arrive quand même tôt dans le déroulé de la course. Donc ça va se courir forcément différemment. Après, je l'évoquais tout à l'heure, l'autre opposition récente entre Primož Roglic et Remco Evenepoel, c'était en mars, c'était le Tour de Catalogne, qui pour le coup a tourné à l'avantage de Primož Roglic. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce dernier affrontement en date entre ces deux grands favoris au Giro? Pas 6 secondes d'écart entre les deux sur le Tour de Catalogne, ou quelque chose comme ça? Ouais, c'était très serré. Donc bon. En termes d'écart. Il y a 5 ou 6 secondes 6 précisément, tout à fait. Ah bon. Sachant que si on veut parler secondes, Primož Roglic a pris 43 secondes de bonification et Remco Evenepoel 41. Voilà, donc il n'y a pas d'écart au général, il n'y a pas de différence notable sur les bonifications. Primož Roglic, c'est aussi le grand spécialiste des courses d'une semaine depuis quelques années. Il a bien pris le relais de Richie Porte dans ces épreuves-là, après là-dessus. Il a su gagner plusieurs fois la Vuelta. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure de gagner un grand tour? Autre que le Tour d'Espagne. C'est la grande question. Voilà, je précise, parce que on va encore cocher une autre case du bingo chasse-patate. Oh, la Vuelta, c'est pas un grand tour. Hein. Bon. Voilà, ça c'est fait. Anselme, pour revenir sur l'affrontement entre Roglic et Evenepoel qu'on a vu sur le Tour de Catalogne, quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Geoffrey? Non, ça, je suis d'accord dans l'ensemble. Hein. C'est vrai que ça s'est joué à coup de bonif et à tellement pas grand-chose que il n'y a pas eu on n'en tire pas vraiment d'enseignement. Les deux sont globalement au même niveau à leur meilleur. Donc, Après, l'enseignement qu'on peut essayer d'en tirer, c'est que Roglic, globalement, manœuvre mieux Evenepoel que Evenepoel n'a manœuvré Roglic. Et puis Evenepoel, il a ce côté un peu... il l'a moins aujourd'hui, mais au début, quand il est arrivé, des années juniors, c'était il roulait, et puis si un mec qui s'accrochait, c'était tout bénef pour lui. Parce que il avait... maintenant, il sprinte mieux en plus, et puis il n'avait pas ce truc tactique de prendre le risque de tout perdre plutôt que d'emmener un mec à la gagne. Donc pour toi, Johan, Primož Roglic a un petit avantage sur la gestion tactique de la course? Déjà, je pense que Primož Roglic ne va pas se prendre la tête avec la question de je dois lâcher les autres ou pas, contrairement à Evenepoel. Donc il va se caler dans la roue d'Evenepoel, il va attendre qu'il fasse son truc. S'il peut le déborder et choper les bonifs, tant mieux. Après, sinon, voilà. Donc je pense que ça va être dans ce sens-là. La dynamique, c'est plus Evenepoel qui attaque, Roglic qui suit. Après, Roglic, il est assez fort dans ce côté-là de à ce moment je dois suivre, je m'accroche. C'est exactement ce qu'il avait fait sur le Tour de France 2020. Oui. Moi, quand on en parlait tout à l'heure, je disais qu'Evenepoel pour moi, Evenepoel avait l'avantage sur Roglic. Mais oui, après, j'ai pas dit que c'était bien. Je parle de comment ça va se passer en course. On peut quand même noter l'effort de Mathieu qui a cité qu'un coureur de Jumbo avait un avantage stratégique. Voilà. Encore une caisse de cocher. Vous allez... petit moment où vous taillez la tactique jumbo néerlandaise, tout ce que vous voulez, ça c'est fait. Voilà, je pense qu'à force, je vais fournir aux auditeurs une grille et puis à chaque fois, on prendra une gorgée d'eau, parce que sinon, ça serait trop dangereux. Alors, le Grand Prix de Fourmies. Et c'est reparti.
On va quand même rester sur le Giro. Fourmi, c'est dans 4 mois. Un autre point qui peut aussi être important, qui va être important bien sûr, c'est le contre-la-montre. On sait que Primož Roglič et Remco Evenepoel sont tous les deux de très bons rouleurs. Est-ce que entre deux, il y en a un qui peut prendre un peu plus de temps à l'autre? Vu les parcours, je pense qu'Evenepoel va prendre un peu de temps à Roglič. Ça peut se chiffrer à combien de temps? C'est très hypothétique, mais est-ce que ça peut être un léger avantage ou suffisant pour pouvoir un peu plus gérer en montagne? Non, pas de quoi gérer. Il va pas non plus lui prendre plus d'une seconde au kilomètre. Donc, mais ça peut être un petit pécule que Roglič pourra peut-être compenser par des bonifications à droite à gauche. Typiquement, une étape comme celle avec la montée du collet Mollella sur la fin, ça arrive au lac, je sais plus quoi, j'ai plus le nom en première semaine. On a typiquement le genre de combo où Remco va prendre du temps à Roglič sur le chrono inaugural et 3-4 jours plus tard, Roglič aura l'occasion de reprendre des bonifs et de compenser un petit peu et on pourra avoir ce jeu intermédiaire entre les deux comme ça pendant environ 15 jours. À la Golaceno, tu parles? La Golaceno, voilà, tout à fait. Voilà. Dernier vainqueur, Pozzo Vivo. Johan, Anselme, vous rejoignez Geoffrey sur le petit avantage qu'aurait Remco Evenepoel face à Primož Roglič dans les contre-la-montre? Oui. Ouais. Après, il faudrait que Evenepoel ait fait un chrono cette année pour qu'on puisse savoir à quel niveau il en est. Mais... Alors, il a fait un contre-la-montre. C'était par équipe. Ouais. À l'UAE Tour. Mais sinon, bon, c'est vrai que les courses par étapes qu'il a fait... Après, on peut s'en référer au chrono de la Vuelta l'année dernière où Evenepoel a mis une certaine distance à Roglič, mais c'était pas le meilleur Roglič non plus. Donc, Il y avait eu précisément 48 secondes en 31 km sur un parcours qui était quasiment tout plat. Mais Roglič était déjà touché à ce moment-là, non? Oui, enfin, c'était pas de toute façon... pas vraiment rétabli, il y a toujours le truc enfin, donc, de toute façon, de toute façon, on n'avait pas vu Roglič prendre du temps à Evenepoel auparavant sur cette Vuelta, donc ça confirmait la supériorité d'Evenepoel. On aura la première réponse, hein, bien sûr, samedi sur la hiérarchie entre les deux, mais ça verra, il y aura un deuxième contre-la-montre une semaine plus tard pour le confirmer. Donc bon, on peut tabler sur quoi au cumul des deux chronos. Vous imaginez Remco prendre une minute d'avance sur Primož Roglič, peut-être? Non. Pas. Enfin, ça serait étonnant sur les deux premiers chronos. Quoi. Je pense que sur les deux chronos, il peut prendre entre 30 et 40 secondes, mais Roglič en récupérera entre les deux. Ouais, je dis 45 secondes. Allez, okay, voilà. Premier pronostic, l'écart entre les deux, la fin de la première semaine, c'est ça? Écoutez, voilà, comme 27 secondes et 32 dixièmes. Et 32 centièmes. Merci pour la précision. On note et puis on verra. S'il y a des ex-aequo pour les partager, on va donner les centièmes. on verra dans 10 jours. Après, pour finir sur ce duel entre Remco Evenepoel et Primož Roglič, le dernier élément important, ça va être la façon dont ils vont être entourés. Je vais vous détailler les équipes qui sont pour l'instant annoncées. On a vu que côté Jumbo, il y a plusieurs coureurs qui ont été retirés de la liste à cause de cas de Covid, notamment le champion du monde du chrono Tobias Foss. Du côté de la Soudal Quick-Step, Evenepoel sera entouré de Davide Ballerini, Mattia Cataneo, Joseph Czerny, Jan Hirt, Peter Seri, Ilan van Wilder et Louis Verweyck. Et du côté de la Jumbo-Visma, Primož Roglič devrait être entouré d'Eduardo Affini, Koen Bouwman, Rohan Dennis, Jos van Emden, Michel Hessmann, Sepp Kuss et Jan Tratnik. Voilà donc pour les équipes de ces deux grands favoris au Giro. Alors, Johan, tout à l'heure tu disais que Remco Evenepoel avait pour toi une meilleure équipe. Anselme, Geoffrey, est-ce que vous rejoignez Johan? Est-ce que c'est plutôt Roglič qui serait le mieux entouré ou c'est kiff-kiff? Moi, j'aurais tendance à dire a priori Jumbo-Visma, l'a priori étant Rohan Dennis, s'il n'y a pas une explosion aléatoire en cours de course. Anselme? Sur le papier, la Quick Step est pas dégueu. Enfin, notamment Hirt qui a fait 6ème l'année dernière. Enfin,
l'entourage grimpeur qui pouvait faire défaut à une époque était bien comblé. Après, j'ai envie de dire, en termes d'expérience, tout ça, la Jumbo a quand même l'avantage de gérer vraiment régulièrement, quasiment sur tous les grands tours, ils arrivent avec un leader. Même s'il y a parfois des petits cafouillages quand on regarde le Tour de France l'année dernière. Ouais, la super gestion sur l'étape des pavés, là, franchement. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de crevaison, ça devrait aller. Mais ouais, mais là, l'étape des pavés, c'est au tour de Primoz Roglic. Donc on sait que s'il tombe, il est capable de se remettre l'épaule tout seul. Ah, mais Roglic est plein de ressources. Bah, il a l'habitude de tomber aussi, donc ça aide. Pour moi, elles sont assez similaires. L'une comble par l'expérience. Après, c'est vrai que Jumbo, j'aurais dit Jumbo en fait sans les problèmes Covid. Là, le Juan Denis, c'est vrai qu'il est un peu au meilleur de sa forme, il peut faire gagner un Giro. Après, il est un peu sur courant alternatif. Ça sera un peu la principale inconnue de savoir qu'est-ce qu'il pourra apporter à Primoz Roglic, jusqu'où il pourra l'aider, l'accompagner. Je me souviens aussi en 2020, la façon dont il épaulait Theo Geoghegan dans les dernières étapes. C'était monstrueux. Et pareil, Tratnik, savoir à quel niveau il sera en montagne. Est-ce qu'il a le niveau du Dzonkolan 2021 ou est-ce qu'il a un niveau vu ce qu'on a vu sur Liège, ça doit être pas mal. Hein. Oh non, il va traquer le peloton. Mais moi, tu vois, typiquement, je trouve que la différence entre la Quick-Step et la Jumbo, c'est que la Jumbo, elle est pas fiable comme équipe. Un Juan Denis, c'est pas fiable. Un Sepkus, il sert jamais à rien parce qu'il y a toujours sa déférence le jour où il faut pas. Mais c'est vrai. Hein. Tu sais, il est là dans l'étape de montagne à faire le cliquer autour des leaders et puis le moment où il y a besoin de lui, c'est je suis plus là. Sepkus, pour moi, c'est un électron libre, c'est pas un équipier en fait. Et après, tu as Tratnik qui est très solide. Voilà, mais après, Jos Van Dem a fini super pour la plaine, mais voilà. T'as Koen Bouwman, pareil, je trouve pas que ce soit ultra fiable comme coureur. Alors, côté chez Quick-Step, c'est que des coureurs qui vont être au rendez-vous. Enfin, Van Vervac, on les a vus sur Liège. Peter Seri, c'est la valeur sûre. Cataneo, Ballerini, moi, je vais partout avec eux, t'inquiète pas. En équipier, non, mais c'est super comme équipier. Yann Hirt, tu sais que sur les étapes de haute montagne, tout d'un coup, il va être là à faire le top 5 des leaders. Donc, je trouve qu'il est très bien entouré. Tu as de quoi avoir sur la plaine, tu as de quoi avoir sur la montagne. Tu as des gars sûrs, on va dire ça comme ça. Moi, je trouve ça très très bien autour de lui. On note que Johan va partir à la guerre avec les équipiers de Remco. Il aura pas trop à s'inquiéter, visiblement. Prévoyez un 9e vélo, donc. Très bien. Bon, on a pas mal parlé de Remco Evenepoel et Primoz Roglic, ce qui est assez logique vu que c'est les deux grandes têtes d'affiche de ce Giro. Mais il y a aussi une question, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est est-ce que on peut pas se retrouver avec un vainqueur autre que Primoz Roglic et Remco Evenepoel, où vous êtes sûr à 99%, parce que ça reste de cyclisme, que le vainqueur c'est Remco ou Primoz? Je dirais 75%. Donc tu crois en la victoire d'un autre coureur? C'est possible. Johan, Geoffrey, vous y croyez aussi? Ouais, carrément. Moi, je sais pas, parce que je trouve que le parcours est très taillé pour eux, mais le Giro, je trouve que c'est typiquement le grand tour, c'est le moins... Ça peut être le plus compliqué pour eux. C'est de bordel. Romantique. Oui, voilà, le cyclisme à l'ancienne, les vraies valeurs. Pour eux, c'est-à-dire pour Roglic et Evenepoel ou pour leurs adversaires? Non, pour Roglic et Evenepoel, par rapport à leur profil, c'est là où ils ont plus de chances de retrouver dans un cyclisme, des étapes de montagne bordéliques, où ils se retrouvent débordés, où ils peuvent pas utiliser leur moteur pour venir gagner en haut des côtes. Non mais, oh là là, il n'y a pas de sous-entendu. Hein. Je trouve, typiquement, c'est pas pour rien, à mon avis, que Roglic, sur le Giro 2009, il avait été dans le dur, c'est que c'est pas la course qui lui convient le mieux. Evenepoel, je sais pas si c'est la course qui lui convient le mieux ou pas, parce que c'est trop jeune encore, mais... Oui, puis pour le coup, on peut pas juger du Giro 2021. Oui, voilà, c'est compliqué. Donc, moi, je trouve que c'est pas la course où, instinctivement, je les vois les plus gagner facilement, en fait. Tu gagnes sur une Vuelta, ok, d'accord, quoi, mais... Là, je me dis qu'il y a moyen qu'ils se fassent empêtrer dans quelque chose qui les dépasse ou qu'ils n'arrivent pas à gérer correctement ou que la fatigue de 3e semaine, ça vienne les rattraper et qu'ils craquent un petit peu à un moment ou quoi que ce soit. Je sais pas.
Donc après, c'est sûr que peut-être que pendant 2 semaines, 3 semaines, on va voir une domination des deux. Il va pas avoir de suspense et quoi que ce soit, mais c'est pas la course où où je suis le plus sûr de ce qu'ils vont pouvoir faire non plus. Et justement, quel coureur pourrait profiter d'une situation X ou Y pour venir remporter ce Giro, se montrer à un moment plus fort qu'Evenepoel et Roglic? Moi, si on en parle, après, tu peux avoir plein de cours différents. De toute façon, je pense que mine de rien, le dernier chrono va être assez important sur ça, parce que tu peux avoir le coup du coureur qui fait une grosse perf et qui renverse le général au dernier moment. Ça peut très facilement arriver. Et après, sinon, t'as les vieux de la vieille qui peuvent toujours être là et qui peuvent débarquer au dernier moment et puis rafler la mise, quoi. Des Uran, des Caruso, qui savent gérer ce genre de course et qui eux, vont être en rendez-vous et dans le coup, quoi. Donc après, t'as toujours le côté, genre le Giro, t'as toujours des vainqueurs un peu surprenants. Il y avait eu Tao Gegenhardt il y a pas si longtemps. T'es pas à l'abri qu'il y ait un cours de ce genre-là qui vienne gagner. T'as Gegenhardt qui vient de remporter le Tour des Alpes, on a Damiano Caruso qui vient de faire 3ème du Tour de Romandie. Anselme, est-ce que tu vois un coureur en particulier pour venir décrocher le gros lot face à Evenepoel et Roglic? Moi, je pensais à Almeida, qui a ce côté bon rouleur, donc à l'aise sur le parcours. Il est hyper régulier tout au long de la saison, des courses, des grands tours. Jusqu'alors, il lui manquait ce petit truc pour aller chercher la gagne sur un grand tour ou même le podium. Et aujourd'hui, je pense qu'il est arrivé à un niveau, c'est-à-dire à maturité, pour pouvoir avoir ce step-up. Et donc, je pense que sur le Giro, il sera au pire un sérieux prétendant au podium, si ce n'est un outsider pour la gagne. C'est vrai que si justement Joao Almeida, tu le cites, on va quand même préciser que lors de la seule course de la saison qui a vu s'opposer Primoz Roglic et Remco Evenepoel, bah, c'est Joao Almeida qui a fini 3ème du Tour de Catalogne. Bon, il était à plus de 2 minutes d'Evenepoel et Roglic, mais c'est important quand même à signaler. Geoffrey, de ton côté, un ou même plusieurs coureurs peut-être à citer? Je vais en citer deux, mais de la même équipe, parce que il y a peut-être un flou sur qui va être le leader. Côté Ineos, avec Garin Thomas et Tao Gegenhardt. Vu la forme qu'a montré un d'entre eux récemment au Tour des Alpes, Tao Gegenhardt a l'air d'être en grande condition et à voir ce que ça va donner, mais la montagne va arriver très très tard. Garin Thomas, c'est un peu plus le cœur qui parle là, par rapport à son parcours et tout ce par quoi il est passé. Il y a une équipe, mine de rien, assez solide autour, hein, Arensman, Sivakov, Ghana. Et un des deux grimpeurs britanniques qui pourra aider l'autre. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner, sachant que si entre les deux, je veux dire, ça va pas gérer non plus la course de la même manière dans le final, selon comment ça va se passer. Donc on va dire je réserve mon pronostic à la semaine prochaine, après une première semaine de course, mais juste pour dire lequel des deux je dis, entre Garin Thomas et Tao Gegenhardt. Et du coup, est-ce que parmi les équipes que vous avez citées, on a Ineos, on peut avoir plusieurs leaders avec Gegenhardt, Thomas, on a aussi Arensman et Sivakov qui peuvent aussi venir faire profiter le travail d'équipe. Du côté de la Bahrain Victorious, on a Damiano Caruso, mais on a aussi du Jack Haig, Gino Meder, voire Santiago Buitrago, qui sont aussi de très très bons grimpeurs. Et on n'oublie pas aussi UAE Emirates avec Joao Almeida, en pensant aussi à Jayvan, qui avait fait une superbe Vuelta l'année dernière, vainqueur du Tour Down Under en début de saison. C'est des équipes peut-être qui peuvent profiter d'avoir plusieurs cartes pour jouer un peu tactique face à Evenepoel et Roglic. Bah, ça vaudrait le coup, et puis peut-être que c'est ce qui va se passer, parce que c'est ce qu'on a vu un peu qui arrive depuis le début de saison, c'est que ça cherche beaucoup à anticiper en fait. C'était sur les classiques surtout, mais ça cherche beaucoup à anticiper des mouvements des coureurs qui sont catégorisés maintenant comme les coureurs un peu au-dessus. Donc effectivement, il y a des équipes qui ont plein de coureurs possibles différents qui peuvent être classés au général.
Et donc là, ça vaut le coup, effectivement, dans les étapes de montagne, il y a plusieurs cols, d'en envoyer plusieurs devant. Euh, Sans forcément d'aller sacrifier les leaders. Donc il y a de quoi faire des courses ouvertes, intéressantes, surtout que les équipes sont très très solides. Ineos, l'équipe est monstrueuse sur le papier. De loin, la meilleure équipe. Donc il y a effectivement, ça sera il y a de quoi, il y a des cols loin de l'arrivée, donc il y a de quoi attaquer. Il y a de quoi s'amuser à essayer d'attaquer. Donc effectivement, ça vaudrait le coup d'utiliser cette super là, surtout si la première semaine, ça s'observera forcément entre les coureurs, ça ira pas sacrifier des coureurs dans ce genre de coup, mais si jamais tu vois que les deux sont un peu au-dessus, tu peux aller envoyer des coureurs qui sont classés 8e, 9e à 1 minute 30 dans des échappées, forcément. Geoffrey Anselme, vous y croyez ça? J'ai envie de dire, c'est la tactique, pas la plus maligne, mais tenter des trucs, c'est ce qu'il faudra faire. Mais après, est-ce que les équipes, est-ce qu'elles vont s'en donner les moyens? Est-ce que, comment choisir qui sera, on va dire, qui sera prêt à sacrifier ou à tenter un peu son va-tout? Après, c'est vrai, il a raison quand il dit qu'il y a pas mal d'équipes qui ont un peu, des paires plus ou moins solides. Mais et puis je rejoins totalement sur le fait que par contre Ineos c'est une équipe très très solide. Alors moi je crois plus en Geraint Thomas qu'en Geoghegan Hart, même s'il réalise un très bon début de saison. Je vois plus Thomas performer. Mais la triplette avec Sivakov est pour moi vraiment intéressante, et dans le sens où Ineos Sky Ineos a eu tendance à tenter des choses parfois pour renverser la course. Et pour qui va être sacrifié par rapport à l'autre, il y aura aussi un peu les circonstances de course qui vont jouer, parce que si une équipe qui a deux leaders potentiels, si on prend leader au sens le plus large, en a un des deux qui se prend 4 minutes dans la tronche par rapport à l'autre dans l'étape de Grande Sasso, celui-là, il sera un peu moins observé, il pourrait aller se glisser dans une échappée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'étapes qui peuvent convenir aux échappées. Bon, il faudra suivre ça avec attention, mais donc avec les différentes forces en présence et la densité de ces équipes face au Jumbo et au Soudal Quick-Step, ça peut donner une course ouverte. Et sinon, pour le général, on l'a pas cité, mais il y a aussi Alexander Vlasov sur lequel il faudra compter. Je pense qu'on l'a pas cité parce que tu nous as demandé qui allait gagner, alors que si on nous dit qui on est sûr va finir dans le top 5, on l'aurait peut-être tous dit. Donc Vlasov, tous les trois, vous ne le voyez pas gagner J'ai du mal à le voir podium déjà. 4 ou 5, je pense. Ouais. Peut-être podium, peut-être 3e, mais ouais, top 5. Après, Vlasov, moi je pense que c'est le coureur qui typiquement, on l'a déjà vu sur le Romandique, peut faire un très gros chrono Montelussari. Donc Ouais. si c'est une étape qui a beaucoup d'impact sur le général, parce que ça, je sais pas si c'est observé ou si j'en sais rien, ça peut aussi très très bien le classer sur la course. Bon, faudra faire attention. En tout cas, il y a pas mal de prétendants, pas mal de candidats au général. Évidemment, il y en a un qu'on a pour l'instant pas cité, pas évoqué, et on est quand même obligé d'en parler pour Domenico Pozzovivo. Non, pas Domenico Pozzovivo qui sera au départ côté Israël Première Tech, mais Thibaut Pinot qui revient sur le Giro après 2017 la 4e place et 2018 l'abandon la veille de l'arrivée finale. Là il revient sur le Giro qui lui a tant plu, tant donné et pris aussi d'une certaine manière pour sa dernière saison chez les professionnels. Thibaut Pinot, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Vous en imaginez quoi de la course de Thibaut Pinot? La gagne. Donc Anselme y croit, ça c'est bien, je suis content. Je rendez-vous à tous les auditeurs le 29 mai à Mélissé. Ah là, franchement, si on a Thibaut Pinot en jaune en jaune encore mieux. Mais si on a Thibaut Pinot en rose à l'arrivée du Giro, là c'est la fête en Haute-Saône. Hein. Donc tu donnes rendez-vous à Mélisée parce qu'il sera sur place et que tout le monde regardera la fin de la course sur l'écran géant, c'est ça? Non, j'ai dit le 29, ça finit le 28 le Giro. Ah. Non, parce que j'ai entendu tes histoires de clavicule en rose, c'est bon. Non, mais Thibaut, on a envie d'y croire. Ah, pour la gagne? Ah, le podium au moins. La gagne, on sait jamais. Qu'est-ce qui te fait croire au podium en dehors du fait que c'est Thibaut, on a envie de l'aimer
il revient à un bon niveau. Enfin, son triptyque des classiques françaises, il était très régulier. Au Tour de Romandie, à Sion 2000, il est très solide derrière Yates. Et s'il continue à monter en puissance comme ça, alors, je suis pas un expert en chiffres, tout ça, je vais pas dire on a Pinot de 2019, mais on va arriver à un Thibaut Pinot hyper solide et où sa seule menace, ce sera lui-même. Donc, à partir de là, alors certes, il roule moins bien qu'il n'a roulé, même si bon, ça n'a jamais été un top rouleur. Honnêtement, on va dire objectivement, au meilleur de sa forme, c'est un coureur qui, au vu de la start list, est facilement dans les 5 meilleurs, à mon avis. Est-ce qu'il va courir pour faire juste une 5e place à la pédale non plus? Il va peut-être pas courir pour ça, mais en tout cas, il a dit qu'il n'allait pas s'amuser à lâcher du temps gratos. Qu'il allait courir un peu avec les leaders. Ouais, je pense qu'il y a un côté où il sait où. Là, on l'a vu depuis le début de la saison, c'est pas comme l'année dernière où parfois il pouvait lâcher un peu du temps et se concentrer sur des étapes. Il fait 10e de Tirreno Adriatico, il fait 5e du Tour de Romandie en étant 2e à l'arrivée à Sion 2000 derrière Yates. Donc, il y a un côté où là, il a envie de finir en jouant le général, peut-être. Ah ben il a envie de finir en jouant le général et il sera sûrement content s'il fait 4 ou 5, mais franchement, je préférerais tellement qu'il fasse 9e ou 11e et qu'il gagne l'étape des 3 cimes de la Varedo en se faisant un raid de 100 bornes en solitaire. Ou 80 bornes, ou enfin bon, qu'il part dans le Valparola et il enchaîne et il fait un raid mythique. Ah, ça, après, oui, une victoire, c'est sympa. Le tout avec de la neige et de la pluie qui tombe de partout. Enfin, une étape dantesque à laquelle dans 30 ans on en parle encore. Évidemment, ce serait sympa, mais. Juste sympa. Oui, ce serait sympa, mais en même temps, là, imaginons qu'à côté, enfin, après, ça va dépendre aussi du durée de la course. C'est pareil, on en reparlera au prochain live dans une semaine. Le truc, c'est que, enfin, il y a un côté aussi, j'imagine, pour lui plus grisant de se dire qu'il peut à nouveau jouer les premiers rôles, peut-être être en lice pour le podium ou top 5. Il a peut-être aussi ce truc de envie de, pas forcément de se rassurer, mais enfin, ça reste un coureur de grand tour, c'est pas un baroudeur. Et aller pouvoir jouer à la pédale, jouer du dérailleur avec Evenepoel, Roglic, psychologiquement, ça peut avoir un côté hyper rassurant, hyper grisant pour lui. Et puis son raid de 100 bornes, il le fera sur le Tour de France. Ça va être compliqué sur le Tour de France. Il sera très fort. Faudra déjà qu'il soit sélectionné, mais on lui souhaite. Johan, pour finir sur Thibaut Pinot, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu imagines? Bah, moi, j'ai vu des gens parler de la Vuelta 2018, où il gagne 2 étapes et il fait 6e général, je sais plus trop. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'imaginer un peu quelque chose comme ça, où il a des très très bonnes journées, où il va gagner une étape ou deux, faire des beaux trucs comme ça, et puis avoir des jours où il est un peu moins bien, où il se prend 1 minute, 2 minutes, et puis faire un classement général un peu plus anecdotique. Je pense que c'est pas une mauvaise option. Enfin, d'imaginer ça, je pense que c'est pas une mauvaise option. J'adorerais le voir jouer la gagne et tout, podium. Voilà. Après, je sais pas trop où ça va être, je sais pas trop où il va en être, je sais pas trop. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai envie de le voir jusqu'au bout de la course, en forme. Ah, bien sûr. Voilà. Et je penserais que ça me rendra content. Après, je pense que s'il arrête pas de faire 2e à chaque fois, ça va être saoulant, mais sinon, voilà. Bah déjà, ne serait-ce qu'une victoire d'étape donnerait, du plaisir à beaucoup de suiveurs et beaucoup de ses fans. Ça. Mais tu sais que c'est terrible, hein, parce que Tour de Romandie, tu le vois mettre une attaque après avoir sucé les roues un peu dans une montée, mais tout le monde se réveille tout à coup, c'est waouh, incroyable, c'est genre waouh, la vache. Ah bah c'est l'aura Thibaut Pinot. C'est peut-être un côté aussi où on se dit vas-y, on profite à 120% parce que l'an prochain on pourra plus. Ouais. Bon, on a évoqué Thibaut Pinot, c'est pas le seul Français qui sera au départ, bien évidemment. Les autres principales têtes d'affiche, notamment côté montagne, ça va être Aurélien Paré-Peintre, qui sera le leader d'AG2R Citroën. On aura également Warren Barguil, qui sera le leader pour le coup de l'équipe Arkea Samsic. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour eux? Un top 10, une victoire en échappée
À G2R, ils vont faire leur place entre 11 et 14 comme tous les ans, ou presque. Je suis étonné que tu parles des Français, que tu as oublié Sivakov. Alors, Pavel Sivakov, on en avait parlé avec l'équipe Ineos, mais si tu penses que c'est lui qui sera qui fera les meilleures choses, Bah en fait, parce que moi je l'ai noté, il serait équipier, et puis si ces deux leaders se foirent, il pourrait aller chercher une étape. Mais sinon, je le vois en équipier. Sinon, Barguil, je le vois pourquoi pas tenter le maillot bleu. Après, ça dépendra qui aura en face de lui pour dans la lutte. Enfin, quels autres 2-3 coureurs vont s'intéresser à ce maillot. Mais Barguil, je vois bien faire pourquoi pas une étape, ça serait sympa, et le maillot bleu. Pareil peintre, top 15. Allez, peut-être top 10 parce que c'est le Giro, on sait jamais. Mais je sais pas pourquoi j'y crois pas. Mais s'il peut me faire mentir, ce serait sympa. Ouais, Barguil, s'il est en forme, c'est le coureur type qui peut aller chercher une ou des étapes et le classement des grimpeurs. alors Warren Barguil, on va quand même préciser qu'il arrive pas forcément à 100% puisqu'il a eu le Covid en préparant le Giro. C'est pour ça, il fait 15 jours, il fait 15 jours, il se prend 1h30 dans la tronche, il a fait en dernière semaine et puis ça ira. Voilà, après ça peut être un début de Giro compliqué pour finir en beauté, ça peut se finir comme ça, tout à fait, après, voilà. À présent, on va donner un petit mot quand même aussi sur les sprinters, parce que souvent un peu oubliés, mis de côté, notamment sur les parcours qui leur laissent de moins en moins de place. Là j'ai compté, on peut avoir jusqu'à 9 étapes qui se jouent au sprint. J'en note au moins 4 d'assurés, 4 sprints massifs d'assurés, avec notamment la dernière étape à Rome, on a la 17e vers Caorle, on a la 11e vers Tortona, et également aussi la 2e étape vers San Salvo. Voilà, après on peut aller en poussant le curseur jusqu'à 9 étapes qui peuvent se finir au sprint dans différentes conditions. Parmi les sprinters qui sont au départ de ce Giro, est-ce qu'il y en a un en particulier, ou deux, qui sortent du lot, qui sont le ou les favoris vraiment particuliers pour les sprints de ce Giro? Gaviria arrive en forme quand même, donc à voir ce que ça va pouvoir donner. Il a fini par une victoire sur la dernière étape du Tour de Romandie d'ailleurs, hein, ça va le mettre en confiance. Vu l'étape que c'était en Romandie, ça laisse l'idée que les étapes potentiellement pour sprint, mais où il manquera peut-être du monde, il pourrait être dedans. Donc ça pourra se retrouver à lui servir. D'autant qu'il aura quasiment toute l'équipe à son service, hein, côté Movistar, hein, avec notamment Max Canter pour probablement le lancer dans les sprints. On a aussi José Joaquín Rojas, Albert Torres pour aider dans les fins d'étape. C'est une belle équipe Movistar, on peut dire, autour de Fernando Gaviria. Johan Anselme, qu'est-ce que vous citeriez? Pour moi, il y en a deux qui se détachent, c'est Pedersen et donc Gaviria. Pedersen, parce que dernièrement, il s'affirme vraiment comme un gros sprinter et je pense que les profils un peu vallonnés, ça devrait le faire pour lui. Gaviria, comme on l'a dit, il revient en force. Étonnamment, l'équipe Movistar est axée autour de son sprinter. C'est pas courant. Derrière, j'avais 3 autres noms et je viens de penser à un 4e. Il y a Cavendish, parce que sur le papier, c'est Cavendish, mais en même temps, avec le bonus Astana et le fait qu'il soit un peu tout seul dans son équipe, je sais pas ce que ça va donner. Tu peux enlever un peu, il est complètement tout seul pour les sprints. Il y a 0 équipier pour lui, hein. C'est incroyable. S'il faut, Jenny Moscon peut faire de la place au tour dans le final, il le fera. À la Marc Rancho, ça fonctionnait à l'époque. Mais du coup, je suis un peu dubitatif. Je me dis qu'il peut aller chercher un podium, un truc comme ça. Mais en fait, vu qu'il ne sera pas emmené, je me dis que le nombre de sprints où il sera vraiment là dans les conditions pour jouer la gagne sera réduit. Derrière, du coup, j'avais Caden Groves et Alberto Dainese qui sont un peu pour moi sur les nouveaux noms du sprint. Les deux qui sont à suivre et qui sont le plus à même de faire quelque chose. Dainese a gagné l'année dernière et Groves a été très solide en Catalogne notamment. 2 victoires d'étape. Ouais, devant Brian Cocard. Tristesse. Et le dernier nom, en fait, celui auquel je pense,
il va vite au sprint, mais en fait, il n'est pas souvent associé au sprinter. Mais on a dit qu'il y avait pas mal d'échappées. Et je me dis, pourquoi pas, pour un maillot cyclamen de 3 étapes, c'est Magnus Cort Nielsen. Ouais. Passer du maillot à poids du Tour de France au maillot cyclamen du Giro. Il a fait 3e déjà du classement par points d'une Vuelta. S'il y a pas mal d'étapes qui se jouent en échappée, je le vois bien les suivre les coups. Et connaissant le bonhomme, il sait gagner, il est plutôt malin. Donc il suffit qu'en première semaine, il ait une ou deux, enfin sur les 2 premières semaines, il gagne 2 fois, il est pas trop loin, il voit qu'un Pedersen qui fait office de favori, il s'est raté ou il abandonne, et puis là la porte est grande ouverte. Donc ça peut être le petit, on va dire la petite surprise. Ça va faire partie des coureurs intéressants à suivre, peu importe le profil. Johan, pour terminer sur les sprinters, qui est-ce que tu détacherais du lot? Alors pour moi, c'est Gaviria aussi. Après, je pense la surprise potentielle, ça peut être Caden Groves, qui peut se retrouver être celui qui domine un peu tous les débats. Mais pour moi, je pense que le coureur le plus important dans l'équation, c'est pas un coureur qui va gagner en plus les sprints massifs. Pour moi, c'est Michael Matthews. Parce que son équipe est quand même tournée autour de lui, de manière générale, et que ça va être l'équipe qui... Non, mais... Et en plus, c'est vraiment l'équipe du genre à rouler tout le temps pour essayer d'aller faire des sprints, pour essayer d'aller faire péter les autres coureurs, pour essayer de... Et je pense que c'est eux qui vont impulser beaucoup des dynamiques du peloton. Peut-être sans jamais gagner une étape en plus. Non mais... C'est tellement possible. À mon avis, ça va être beaucoup sur eux que ça va reposer la course. Parce que c'est vrai, ouais, sur toutes les étapes qu'on a parlé qui sont peut-être au sprint, c'est beaucoup d'étapes qui sont vallonnées dans la première moitié, les 2 premiers tiers, et qui se finit... Dès qu'il faudra essayer de faire péter des sprinters dans une bosse, tu vas voir toute l'équipe des échos. Ils vont être coucou. Ah, vous arrivez pas à suivre? Tant pis, on y va. C'est vrai que c'est une très bonne équipe candidate pour foutre le bordel dans les moindres reliefs qu'il pourrait y avoir sur des étapes qui peuvent se terminer au sprint. En autre coureur qu'on peut attendre dans les sprints, c'est clairement pas un favori, ce serait une grosse cote pour gagner une étape, mais il a déjà fait des places d'honneur sur le Giro, dans le sprint, et via quelques échappées il y a 2 ans. Je pense à Simone Consoni, qui progresse discrètement mais sûrement ces dernières années. Il a clairement pas la plus grosse équipe autour de lui, c'est clairement pas celui qui est le plus attendu, mais je suis curieux de voir quelle sera sa régularité dans les courses pendant 3 semaines. C'est vrai que pour l'instant, il a fait un plutôt bon début de saison. On l'avait vu l'année dernière, notamment un podium au sprint sur le Giro. Il a notamment David Echimolai à ses côtés pour les sprints. Donc ça fera partie des coureurs à suivre. Après, dans l'ensemble, c'est un plateau relativement homogène où Gaviria vraiment ressort du lot. Gaviria ressort du lot parce qu'il vient de faire là récemment. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas une surmasse d'étapes pour sprinter. On est sûr que ça va arriver au sprint. Maintenant, Gaviria reste aussi parfois assez irrégulier. Et parfois on l'attend plus et il se retrouve à briller. Parfois on l'attend et on le voit pas vraiment. L'année dernière, il avait fait 3 ou 4 podiums. Enfin, 2-3 fois, il était là vraiment, on sentait pour le coup pour la gagne, et d'autres fois, il était présent sans être vraiment présent. Donc, Après, pour Gaviria, il est plus chez UAE, donc normalement, il aura moins de problèmes de matos qu'il avait handicapé. Non, mais ce qu'il avait réellement handicapé en plus ces derniers temps, donc au moins sur ça devrait aller mieux. Vous parieriez oh là, magnifique conjugaison, sur combien de victoires de Fernando Gaviria au sprint? 2. Ouais, réaliste, c'est 2. On va dire 2 aussi. Le cœur du supporter espagnol a envie de dire un peu plus. 3 ou 4 serait pas mal. Et le cyclamen. Ah oui, toujours plus là. Faut pas faire les choses à moitié. Anselme, tu préférerais que Gaviria gagne 4 étapes et le maillot cyclamen ou que Rosé Joaquin Rojas revienne dans le top 10 d'un sprint massif? Gaviria quand même. Très bien. Après, une victoire de Rojas, ce serait épique.
après sa longue série de top 10 sur les grands tours. Il en a plus depuis 2019, il serait peut-être temps de revenir 4 ans après pour en rajouter un à la série, peut-être. Bon, on va arriver à la fin de ce podcast, mais avant ça, je vais vous faire quelques petits pronos pour vous mouiller. Je vais pas vous demander le vainqueur du Giro, vous avez déjà répondu à la question. Je vais vous poser des questions un petit peu plus pointues, un petit peu plus particulière. Je vais vous demander de répondre rapidement. Première question, qui sera le mieux placé au classement général? Est-ce que ce sera le premier français ou le premier italien? Anselme. Premier français. Geoffrey. Premier italien. Johan. Non, bah moi je crois beaucoup en Caruso, donc premier italien. C'est par rapport à Caruso aussi, je pense. J'avais oublié Caruso, mais je crois en Pinot, allez. Allez, donc on a 2 Caruso, 1 Pinot, on verra ça dans 3 semaines. Combien de victoires pour des équipes Pro Team? Je rappelle donc les équipes Pro Team alignées sur ce Giro, c'est Eolo Cometa, Green Project Bardiani, Israël Première Tech et Team Coratec Celi Italia. Donc combien de victoires pour ces équipes Pro Team sur ce Giro? 4. Johan. 0. Geoffrey. 2. Voilà, comme ça. On coupe la poire en 2, c'est parfait. Autre question, on avait évoqué les échappés qui pour l'instant n'ont jamais réussi à se disputer la victoire en World Tour. Combien cette fois sur ce Giro vont gagner une étape? Ah, c'est pas facile. 6. Un 6. tiers des étapes pour Lenny. Ah, je vais dire 7. 9. Oh, Bah, on vise on a haut, déjà vu- mais écoutez, ça serait... Mais je sais plus, c'est l'année dernière ou c'est il y a 2 ans où sur le Giro, il échappait tout le temps qu'elle est au bout, donc je pense qu'on peut être dans le même cas de figure. 9, c'est une étape sur 2 quand même. Ouais. En même temps, ce serait presque possible. Bah, il reste les sprints, après c'est bon. Après, je pense que la question c'est aussi est-ce que les étapes de montagne vont jouer entre leaders ou est-ce que va y avoir à chaque fois des groupes d'échappés qui vont jouer la gagne ou pas, quoi. Surtout que les étapes longues, ça peut laisser le temps de prendre du temps et de ne pas se faire reprendre par les gros derrière. Donc. Bon, en tout cas, vous êtes optimistes pour les échapper. On va continuer sur les victoires d'étape. On a, pour l'instant, parmi les coureurs annoncés, 6 coureurs au départ de ce Giro qui vont pouvoir avoir la possibilité de rentrer dans le cercle des vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours. Ce sont à savoir Magnus Cort Nielsen, Warren Barguil, Mats Pedersen, Simon Clark, Bauke Mollema et Sepkus. Alors donc, quels coureurs vont décrocher enfin une victoire sur le Giro parmi ces 6-là? Mollema. Johan? Bah, du coup, Barguil et puis Mats Pedersen pour moi. Et Geoffrey? Je dirais Pedersen, Mollema et Barguil, les 3. Allez, donc on a 1 pour Anselme, 2 pour Johan, 3 pour Geoffrey. C'est parfait, l'enchaînement. Bah, honnêtement, c'est beaucoup de noms probables pour les gagner l'étape, donc ce serait étonnant qu'il n'y ait vraiment aucun des 6 qui ayant gagné une. Avant-dernière question, qui sera la surprise de ce Giro? Ça peut être pour plein de facteurs, plein de raisons différentes. Fortunato, qui va jouer, qui sera en lice pour le top 5 à la pédale pendant un bout de temps. Optimiste, donc tu le vois faire une Juan P. Lopez? Ouais, un truc dans le style, il sera là, il perdra un peu de temps sur les chronos, il aura un peu plus de mal sur la fin, mais il sera là dans le, pas fond de top 10, mais 6e, 7e place. Geoffrey? Attends, je réfléchis à ta question. Surprise, t'entends quoi par surprise? Ah, ça peut être pour les raisons que tu veux. Rain Taramay. Ah, pas mal. Tu l'imagines faire quoi? On n'attend pas, qu'on n'attend plus, mais qui, par une belle échappée ou quelque chose comme ça, pour aller chercher une belle victoire. Et Johan, pour finir? Caicedo qui va faire 8e au général. Surprise précise. Donc allez, jetez comme ça Jonathan Caicedo qui sort du... c'est osé quand même. Ça fait penser, on n'a pas encore parlé du maillot EF, on en fait un petit moment ou... Alors on n'aura pas le temps, mais du coup c'est l'occasion de le dire, hein, que IF aura un nouveau maillot atypique, hein, avec un peu de rose, un peu de jaune, un peu de noir, un peu de blanc. Atypique les yeux. Oh la vache. Allez, ça va parce que je suis bon public, hein.
Non, mais en vrai, je l'aime bien. Je trouve que en fait, quand tu as des coureurs qui ressortent, je trouve que ça me rend mieux que d'essayer de faire des trucs. Et il est à la fois original et sobre. Par contre, je comprends pas le recto et le verso qui sont pas le même. Et des fois, faut pas forcément Parce chercher que à comprendre avec les maillots IF. Hein. le côté 2 couleurs différentes à gauche et à droite, ça fait que c'est vachement reconnaissable. De dos, au moins, on aura un champion de Belgique. Hein. Enfin, plusieurs. Voilà. Et on va finir avec la dernière petite question prono bonus. Qui sera la lanterne rouge ou maillot noir, puisqu'on parle du Giro? Albert Torres. Geoffrey? Oscar Risbeck. Et Johan? Mark Cavendish. Allez, pourquoi pas. Cavendish, en imaginant qu'ils perdent pas mal de temps en montagne. De toute façon, faut que ça soit Astana, et les autres Astana font pas très crédit pour une lanterne rouge. Bah c'est ça, tu regardes les Astana, il y en a plusieurs, tu dis non, en fait, eux, ils vont pas finir dernier, ou eux, ils vont pas finir le tour. Bon, et ben écoute, on suivra ça. Donc, déjà par rapport à ceux qui... Geoffrey qui dit, eux, ils finiront pas le tour, tu imagines donc que Mark Cavendish finira ce Giro. Après, c'est vrai que il y a les... Ah tiens, et je me demandais, on aura une femme sur le Giro, je sais pas si ça arrive souvent. Directrice sportive de l'équipe Coratec, Fabiana Luperini. Multiple vainqueur du Giro côté féminin dans les années 90. Mais il n'y avait pas chez Israël une directrice sportive aussi? Il y avait eu, alors elle est désormais, elle est passée du côté de l'équipe Lotto Soudal, me semble. Thierry Pridham. J'ai le prénom qui m'est revenu le tête. Hein, j'ai un peu cherché, mais voilà. Donc Thierry Pridham qui sera pas sur ce Giro puisqu'elle est maintenant DS chez Lotto Destiny, qui a décliné l'invitation automatique à ce Tour d'Italie 2023. Du coup, Luperini, c'est la directrice sport, c'est la personne qui sera dans les bagnoles qui a gagné le plus, enfin la personne qui sera sur le Giro qui a gagné le plus de Giro. 5. 4 consécutifs et puis un plus tard 2007 ou 2008. 2008, ouais, elle gagne 10 ans après. Ouais, il y a pas grand monde qui peut en dire autant. Ouais, je sais pas si son équipe va gagner le Giro, hein, par contre, mais... Coratec, c'est l'Italia qui fait partie. Petite étape de Tivani, là. On peut citer dans les rangs de l'équipe Coratec Alexander Konichev, le fils de Dimitri Konichev, vainqueur du Grand Prix de Fourmi. Le Grand Prix de Fourmi placé subtilement en fin de podcast. Magnifique. Bon, voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Il y avait beaucoup de choses à dire et encore, on n'a peut-être pas tout dit. Merci Johan, Anselme et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour la présentation de ce Giro 2023 qui démarre donc ce samedi des Abruzzes. On se retrouvera dans 2 semaines pour un live. On sera en direct à chaque journée de repos et au lendemain de l'arrivée finale de ce Tour d'Italie. Donc rendez-vous lundi dans une dizaine de jours pour la suite de Chasse Patate. Et donc un live après cette première semaine de course. Eh bien, en attendant ça, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.